On y est. L'épisode 10 du coin. Après 1 an et demi d'émission. Peut-être que certains d'entre vous attendaient une vidéo particulière. Et effectivement, à la base, j'avais un projet de très gros épisode du coin qui était sur le feu et que je comptais sortir pour l'épisode 10. Mais la fatalité du temps nous rattrape et puis de toute façon, aujourd'hui j'avais envie de parler de jeux vidéo. Et plus précisément, de jeux vidéo d'horreur. Alors, selon moi, et ce n'est là que mon avis purement subjectif, le jeu vidéo d'horreur est la meilleure forme d'œuvre horrifique qui puisse exister. Prenons le cinéma d'horreur, un des plus anciens genres. Le film d'horreur va avant tout s'appuyer sur le visuel et par conséquent le sonore, puisque ce sont les seuls éléments avec lesquels il peut jouer. Forcément, les interactions avec le public sont très limitées, voire inexistantes, donc on va essayer de vous en faire voir le maximum parce que c'est tout ce que l'on peut faire. A l'opposé du film, il y a le livre d'horreur. Ici, c'est le contraire du cinéma, on ne peut rien vous montrer alors tout sera dans la tête du lecteur. Le livre d'horreur va jouer avec l'imagination du lecteur. Ainsi, un lecteur avec une plus grande imagination sera plus réceptif à un livre d'horreur. Et puis, entre les deux, il y a le jeu vidéo d'horreur. Et le jeu vidéo d'horreur, il prend le visuel du film, il prend l'imaginatif du livre, et y ajoute un troisième élément qui lui est propre, l'immersion. Ce qui donne ce que j'ai sobrement intitulé la trinité horrifique vidéoludique. Alors je sais que le livre d'horreur et quelquefois le film d'horreur peut aussi présenter une certaine immersion, mais elle n'égale pas le jeu vidéo où l'on se sent vraiment dans la peau du protagoniste puisqu'on l'incarne directement. Enfin bref, bien évidemment tous les jeux vidéo d'horreur ne respectent pas forcément cette trinité. Un bon Resident Evil va plutôt s'appuyer sur le côté esthétique et visuel, Layer of Fear sur le côté contemplatif et imaginatif, et Outlast sur l'immersion. Mais parfois, certains jeux arrivent parfaitement à manier ces trois éléments. Et parmi ces jeux, il y a Amnesia. Amnesia est une licence de 2 titres, Amnesia The Dark Descent sorti en 2010 et Amnesia A Machine for Pigs sorti en 2013. Cette licence est sortie du studio Frictional Games à qui on devait précédemment la trilogie Penumbra et plus récemment Soma. Et oui, tous les noms de licences qu'ils ont créés se finissent en A. Tous les jeux d'horreur de Frictional Games reprennent une forme assez peu utilisée du survival horror, le hide and seek, traduisé en français cache-cache. Littéralement, ce qui sonne très très mal. Le hide and seek est l'opposé du survival horror typé Resident Evil. Au lieu de défoncer du zombie à coups de shotgun, chez Frictional Games, vous êtes la proie. Et lorsque vous vous retrouvez confronté à un ennemi, vous n'avez d'autre choix que de fuir ou de vous cacher. Et Amnesia ne fait pas exception à la règle. Alors, commençons donc par parler d'Amnesia The Dark Descent. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Dans ce premier opus, on y incarne un certain Daniel qui se réveille dans un immense château sans mémoire. Bah oui, on va pas réinventer le monde, tout est dans le titre, Amnesia, et c'est sur cette base scénaristique simple que va se construire toute l'histoire du jeu. Après avoir quelque peu déambulé dans le château, on tombe sur une note laissée par Daniel lui-même avant de s'enlever la mémoire. La lettre nous apprend ceci. Nous sommes dans le château de Brennenburg au 19e siècle. Daniel s'est lui-même enlevé la mémoire. Il ne nous dit pas pourquoi, mais il nous donne la mission suivante. Descendre dans le sanctuaire intérieur, trouver un certain Alexander de Brennenburg, pour qui nous semblions vouer une grande haine, et le tuer. Avant de conclure sa lettre, il nous dit également qu'une ombre nous suit. Un cauchemar vivant, défiant la réalité contre lequel on ne peut pas lutter. Et nous voilà donc partis pour descendre à travers les couloirs tortueux, glauques et énigmatiques du château de Brennenburg. Et déjà, disons-le franchement, The Dark Descent est époustouflant par son ambiance, cuisinée aux ail et fines herbes, si je puis me permettre. Les graphismes font partie de ces graphismes qui ne vieilliront jamais, ils seront toujours beaux dans 10 ou 20 ans. Le jeu se veut une ambiance et des textures sombres, et encore une fois, tout est dans le titre, The Dark Descent. Les couleurs sont très peu présentes, et c'est voulu. On est ainsi, sans s'en rendre compte, projeté dans des décors sombres et peu rassurants. Et cette ambiance est bien évidemment accompagnée par une bande-son de folie. Que ce soit les bruits d'ambiance ou les musiques, tout est effrayant, et le sound designer a vraiment créé une bande-son qui nous tend sans cesse.
musiques sont d'ailleurs parfois carrément absentes, nous laissant seuls avec les bruitages et l'univers visuel. Et cette association visuelle-sonore nous donne alors une ambiance effrayante qui nous donne l'impression que le danger pourrait surgir de n'importe où. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, mais durant votre périple, vous allez être poursuivi par les serviteurs d'Alexander. Putain de rime involontaire qui casse le côté flippant de la phrase. Des monstruosités qui errent dans le château dans le seul et unique but de vous tuer purement et simplement. Ces serviteurs, on peut en dénombrer 3. Tout d'abord, The Grunt. Assez lent, ces attaques vous feront en contrepartie beaucoup de dégâts, vous le croiserez notamment dans la première moitié du jeu. Ensuite il y a The Brute. Beaucoup plus rapide, celui-ci n'aura aucun mal à vous one-shot grâce à sa lame qui lui fait office de bras gauche. Et enfin, le Caerkn. Bien différent de ses 2 compères, celui-là est invisible et vous ne le croiserez que dans les douves du château. Pour le repérer, vous devrez suivre les traces qu'il laisse dans l'eau. Tant que vous resterez en dehors de l'eau, il ne pourra pas vous atteindre. Mais trempez-y un petit orteil et il vous pourchassera pour vous tuer. Cette partie dans les douves fait d'ailleurs partie des plus intéressantes du jeu et je suis quelque peu déçu de n'avoir jamais re-rencontré ce monstre plus tard dans le jeu. Rester en hauteur, distraire le monstre et s'enfuir. En fait, lorsqu'on croise un monstre, ça se passe généralement toujours de la même manière. On analyse vite d'où il vient, puis on s'enfuit ou on se cache. Mais nous reviendrons sur les monstres un peu plus tard pour les aborder sous un autre aspect. Attardons-nous plutôt sur le gameplay. On est ici face à un jeu à la première personne, très courant dans l'univers horrifique, bien que certains jeux se permettent le luxe d'une vue en TPS, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et le premier élément qui nous frappe, c'est bien évidemment l'interactivité. Vous pouvez interagir avec quasiment tout dans le jeu. Prendre un objet, le rapprocher, le faire tourner, le jeter. Et il y a même une logique physique, puisque les objets lourds comme les rochers ne peuvent pas être portés, mais seulement tirés ou poussés. Ensuite, le jeu se donne un inventaire plutôt classique dans lequel on accumule des objets que l'on peut combiner entre eux, notamment pour résoudre les très nombreuses énigmes parsemées dans le jeu. Le jeu nous offre également un système de santé assez classique, mais qui n'est ni représenté par un système de vie, ni par un système de jauge de santé, mais bien par un cœur, un vrai, qui est mutilé au fur et à mesure que vous perdez de la vie. Et en dessous de cette jauge de santé, il y a un autre élément de gameplay original sur lequel vient se calquer absolument tout le jeu, l'équilibre mental, symbolisé par un cerveau qui va également pourrir au fur et à mesure que vous perdez de la santé mentale. Alors, comment vous expliquer simplement ? Cet équilibre mental est super important, plus encore que la santé physique, puisque celle-ci dépend de votre équilibre mental. Tout le long de votre partie, votre équilibre mental sera affecté par différents éléments. Si vous restez trop longtemps dans l'obscurité ou que vous assistez à des événements perturbants, comme une porte qui s'ouvre à cause d'un courant d'air, ou en regardant directement un monstre, votre équilibre mental va baisser. Les conséquences passent par plusieurs stades. Tout d'abord, votre vision va se troubler, vous allez être ralenti, votre maniabilité va devenir dégueulasse, et vous pourrez même faire des malaises. En un mot, vous devenez vulnérable. Pour soigner vos pertes d'équilibre mental, résolvez des énigmes ou restez dans la lumière. Et ça y est, on y vient. La lumière. La lumière est une ressource dans The Dark Descent, la plus importante si ce n'est l'unique ressource du jeu. Le jeu est majoritairement sombre, donc si vous ne faites rien, vous allez très rapidement sombrer dans la folie. Mais il ne faut pas allumer les torches au hasard sans réfléchir, puisque allumer des lumières vous coûtera des boîtes d'amadou, des briquets disséminés un petit peu partout dans le château, et qui sont donc en quantité limitée, et dont vous allez rapidement manquer si vous ne faites pas attention. Vous avez également une lanterne que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment, mais qui consomme de l'huile. Bref, dans The Dark Descent, la lumière est une ressource vitale et limitée. Et le jeu s'amuse avec ça, puisque lorsque vous êtes poursuivi par un monstre, vous pouvez vous réfugier dans les ténèbres pour vous cacher, sauf que l'obscurité vous fera perdre de l'équilibre mental. Un compromis à faire pour réussir à survivre. Et de ce fait, ce Dark Descent prend tous ces éléments de gameplay qui n'ont à première vue aucun rapport entre eux, et il les lie entre eux, faisant ainsi en sorte que pas un seul instant, on ne soit perdu. Bon, maintenant il va falloir aborder un point plus compliqué qu'il n'y paraît. Pourquoi Amnesia fait-il peur ? Alors comme on l'a vu précédemment, l'ambiance y joue un grand rôle. C'est sûr qu'entre se balader dehors pendant une belle journée d'été et déambuler dans un château quasiment vide aux couleurs rappelant un mauvais film des débuts du cinéma, un certain contraste se crée. Mais ce qui va vraiment jouer sur la peur, c'est l'immersion. Et on revient à notre fameuse trinité horrifique vidéoludique. Je ne me suis jamais senti autant immergé dans un jeu vidéo que dans Amnesia. Et pour cela, plusieurs facteurs se présentent. Tout d'abord, et assez évidemment, la vue à la première personne. On voit directement depuis les yeux de Daniel. Ensuite, l'interaction dont j'ai déjà parlé, puisque dans la plupart des jeux, notre personnage est en capacité physique de prendre tel ou tel objet, mais le jeu ne nous l'autorise pas. Du coup, The Dark Descent rajoute ce côté réaliste dans le jeu. Et je ne vais pas m'attarder sur l'équilibre mental, bien que celui-ci rajoute également un côté réaliste au jeu, puisqu'on ne va pas se mentir, si du jour au lendemain vous vous retrouvez dans la même situation que ce pauvre Daniel, je doute que vous ne sombriez pas dans une folie profonde à coup de trip psychédélique de surdose de l'homme dom-dom. Mais ce qui va vraiment jouer sur l'immersion, c'est l'histoire. Promis, je ne vais pas spoiler. Dans la quasi-totalité des jeux, le protagoniste que l'on incarne a toute une vie, une histoire derrière lui qui ne nous est pas forcément expliquée durant le jeu. Gordon Freeman a peut-être une famille et d'autres activités dans la vie que de travailler à Black Mesa, ce qui fait qu'on a du mal à s'identifier à eux. Sauf que dans The Dark Descent, que sait-on de Daniel ? Rien, si ce n'est qu'il s'appelle Daniel. Et Daniel, que sait-il de lui-même ? Rien.
si ce n'est qu'il s'appelle Daniel. Lui et nous sommes au même niveau. Tout ce que nous allons apprendre durant le jeu, Daniel l'apprendra aussi. Résultat, quand on joue à The Dark Descent, on ne joue pas juste Daniel, on est Daniel. Et du coup, on est Daniel, donc on est immergé, donc toute la peur que ressent Daniel, on la ressent aussi. Peur qui est accentuée par ces respirations haletantes que produit Daniel lorsque notre équilibre mental est au plus bas. Et les monstres, revenons-y. Pourquoi font-ils si peur? Alors je vais pas vous faire un dessin, mais déjà leurs designs hideux ne sont pas là pour rassurer. Mais analysons plus en profondeur. Une apparence humanoïde, une démarche boiteuse, des grognements glauques. Et surtout cette musique stridente sortie du tréfonds des enfers qui apparaît lorsqu'il vous pourchasse. Tous ces éléments posent une pression incroyable sur nos épaules, ce qui fait que l'existence même de ces monstres nous obsède et nous terrorise. Mais bon, malgré tout le bien que je lui trouve, The Dark Descent a un défaut majeur. Un élément qui arrive à la fin du jeu mais que je vais décrire sans spoiler. Appelons cet élément la mission HCA. The Dark Descent est un jeu à fins multiples, et de base j'aime bien ça, parce que ça permet de briser ce sentiment d'assister à une fin pour laquelle on n'a finalement eu aucun impact et qui est tracée à l'avance. The Dark Descent propose donc 3 fins alternatives, 2 d'entre elles sont à accomplir directement dans la salle finale, mais la 3e nécessite de terminer une quête secondaire, la fameuse mission HCA. Cette mission est à compléter depuis la dernière zone du jeu, ce qui se fait donc parallèlement aux missions principales. Cette quête passe par la récupération de plusieurs objets disséminés un peu partout dans la dernière zone. Et cette mission HCA, c'est la seule et unique mission secondaire du jeu. Ce qui fait que The Dark Descent nous lâche un nouvel élément de gameplay, pas trop compliqué à assimiler certes, à la toute fin du jeu sans rien nous dire de plus. Du coup, on est un peu perdu, on ne sait pas si on doit nécessairement faire cette mission et on la confond avec la quête principale. En fait, cette fin alternative est un peu brouillonne et nous donne l'impression que le jeu nous dit « Hey, regarde, on voulait faire 3 fins alternatives, mais comme on pouvait en mettre que 2 à la fin, on a rajouté vite fait ce truc à la fin. » Voilà. Mais alors du coup, comment est-ce que j'aurais vu, moi, la mission HCA? Puisqu'elle passe par la récupération d'items, au lieu de tous les mettre dans la dernière zone, pourquoi ne pas les disséminer un peu partout dans le jeu? On se retrouverait alors avec des objets dans notre inventaire dont on ne comprendrait pas l'utilité, mais dont celle-ci se révélerait à la fin du jeu. Alors forcément, cette idée soulève une remarque. Si on ne louperait ne serait-ce qu'un seul objet, cette fin deviendrait irréalisable. Oui, mais alors on se demanderait encore plus à quoi pouvaient servir ces objets, et lors de nos prochaines parties, on y prêterait plus attention, et on chercherait encore plus ces objets cachés. À ce moment-là, cette fin deviendrait plutôt une sorte d'easter egg? Ouais, ce qui rendrait la découverte encore plus satisfaisante. Voilà comment est-ce que je verrais la mission HCA. Ce n'est qu'un détail, mais il fallait bien soulever un point négatif au jeu, parce qu'à part ça, ce Dark Descent est excellent, et j'ai beau me creuser la tête, je n'arrive pas à lui trouver d'éléments négatifs. J'aime trop ce Dark Descent pour pouvoir en dire du mal. Alors avant de conclure, je vais vouloir parler un petit peu de la deuxième partie du jeu. Durant toute la première partie du jeu, on est un peu dans le flou scénaristiquement parlant, rien ne nous est vraiment révélé. Et puis on arrive dans la deuxième partie du jeu. Et là ça va spoiler. Ça va spoiler grave. Alors si vous n'avez pas encore joué à The Dark Descent, je ne veux pas me permettre de vous gâcher cette expérience de jeu. Alors switchez directement à la conclusion dont le timecode s'affiche actuellement à l'écran. Voilà. C'est bon? Alors on y va. Cette partie sur le scénario va me permettre également d'éclairer un petit peu certaines personnes sur le scénario assez complexe de The Dark Descent. Toute l'histoire de The Dark Descent tourne autour d'un élément bien particulier, les orbes. Remettons-nous dans le contexte. En 1839, Daniel se rend en Algérie pour une expédition. Durant son voyage, il découvre une grotte qu'il va explorer avant de se retrouver enfermé à l'intérieur. C'est seul dans cette grotte qu'il va découvrir l'orbe, une mystérieuse sphère qu'il va récupérer. À sa sortie de la grotte, il découvrira que l'orbe est brisée, les morceaux changeant de couleur et de forme en continu, l'empêchant donc de la réassembler. Interloqué par ce mystérieux objet et de retour à Londres, il demande conseil à des amis chercheurs dont Sir William Smith, un géologue. Mais quelque temps plus tard, les proches de Daniel à qui il avait présenté l'orbe meurent dans des circonstances mystérieuses. Effrayé par cet événement, Daniel décide de chercher conseil auprès d'un spécialiste en la matière, Alexander de Brennenburg. Et là ça se complique. Alexander est un extraterrestre venant d'une autre dimension. Il a rejoint la nôtre grâce au pouvoir d'une orbe.
Celui-ci apprend à Daniel, qu'il prendra alors sous son aile comme un disciple en le protégeant, que les orbes sont des artefacts très puissants, servant notamment au voyage à travers les dimensions. Mais chaque orbe est protégé par une ombre, une entité mystérieuse qui suivra partout le détenteur des orbes. L'ombre se manifeste durant notre aventure par cette mystérieuse chair rouge et par les hurlements que l'on entend. Et la seule et unique raison d'être de l'ombre est de protéger l'orbe en tuant quiconque l'approche, de près ou de loin. Alexander, après avoir échoué une tentative de retourner dans sa dimension grâce à l'orbe retrouvé par un certain Heinrich Cornelius Agrippa, va de nouveau tenter d'ouvrir un passage, grâce à l'orbe de Daniel. Mais pour ouvrir ce passage et pour se maintenir en vie durant les siècles pendant lesquels il chercha les orbes, Alexander a besoin d'une ressource particulière, de l'essence vitale. Mais après avoir tenté de la synthétiser artificiellement puis de la récupérer sur des animaux, Alexander en est arrivé à la conclusion que le seul moyen de récupérer était sur les humains. Et pour synthétiser de l'essence vitale, ces humains doivent passer par une étape particulière. La torture. Et c'est ça la deuxième partie du jeu. C'est explorer les chambres de torture, découvrir les instruments ignobles allant du taureau d'airain à la vierge de fer, vivre les scènes de torture auxquelles Daniel lui-même a participé à travers les flashbacks et les notes laissées. Une torture qui est à la fois physique et psychologique, puisqu'on apprend qu'Alexander dictait aux suppliciés les horreurs qu'il allait lui faire subir afin que ceux-ci sachent ce qu'ils allaient vivre avant de les pratiquer. Ou encore lorsqu'on apprend qu'un gigantesque réseau de tuyaux reliait les chambres de torture aux cellules afin que les prisonniers entendent les hurlements des suppliciés. Et lorsque la torture devenait inefficace sur un sujet l'ayant trop subi, il lui faisait consommer une potion d'amnésie afin qu'ils oublient ce qu'ils avaient vécu, de manière à pouvoir tout recommencer une nouvelle fois. Et c'est cette même potion d'amnésie que Daniel a consommée pour oublier ce qu'il avait fait subir à des innocents et chercher à tuer Alexander pour se racheter. Et sur cette deuxième partie du jeu, ce Dark Descent frappe fort en laissant de côté l'horreur visuelle, bien que les serviteurs soient encore là, afin de tout miser sur l'horreur imaginative. Et il réussit ce tour de force, mettre le joueur mal à l'aise dans une situation inconfortable en découvrant qui Daniel était réellement. Et avec tout ça, The Dark Descent te pose une question. Qui sont les véritables monstres? Est-ce que ce sont les serviteurs, monstruosités inhumaines créées et condamnées par Alexander à errer dans le château pour tuer quiconque y passerait? Est-ce que c'est l'ombre, cette entité mystérieuse et maléfique, rattachée à son orbe et qui la protégera en tuant toutes les personnes qui s'en approchent? Ou est-ce que ce sont Alexander et Daniel, qui font enlever des dizaines et des dizaines d'innocents et qui les torturent pour servir des intérêts purement personnels en faisant passer ces innocents pour des meurtriers afin de se soulager la conscience? Alors, que faut-il retenir de The Dark Descent? Amnesia The Dark Descent est un renouveau du jeu vidéo d'horreur. Il reprend des éléments simples et basiques de l'horreur et s'en sert magnifiquement pour créer un jeu qui ne cherche jamais à trop en faire, qui est même tout con quand on y pense. Pas de jumpscare intempestif, l'apparition des monstres nous surprend sur le coup, mais c'est bien lorsqu'on est poursuivi par ces choses que l'on a peur. Et je n'ai jamais eu autant envie de terminer un jeu pour connaître le dénouement de l'histoire. Et en même temps c'est paradoxal puisque j'avais trop peur d'y jouer. Autant dire que ce jeu a une durée de vie assez conséquente. Amnesia The Dark Descent est un chef-d'œuvre du jeu vidéo, parce que le domaine vidéoludique n'a jamais rencontré un jeu aussi marquant sur la peur, et parce qu'on ne risque pas de revoir un jeu aussi impressionnant et innovant avant plusieurs années. Bon, avec tout ça, Amnesia The Dark Descent a fait un véritable succès, notamment relayé via YouTube. Et je ne vais pas vous surprendre en vous disant ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec un titre qui a eu du succès? Eh ben des suites, bien sûr. Et voilà qu'en 2013, soit 3 ans plus tard, on livre dans les assiettes vides des petits gamers en manque d'horreur Amnesia A Machine for Pigs, qui est en fait une pseudo-suite, puisqu'elle a beau se dérouler dans le même univers, les personnages, le lieu, l'époque et l'histoire ne sont pas les mêmes. This little piggy went to market. This little piggy stayed at home. This little piggy had roast beef. And this little piggy had none. And this little piggy went wee wee wee. Daddy, Daddy, please don't kill me. Now, Vanderson, set them free. Set them all free. I live. I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. My time is come. More pig. More pig. Kill them, my pig. Kill them all.
Dans A Machine for Pigs, on incarne Oswald Mandus, un vieux dirigeant d'entreprise de charcuterie britannique dans un Londres de l'an 1899, soit plus de 60 ans après l'histoire du premier opus. Nous nous réveillons donc dans un étrange lit protégé par des barreaux, dans notre gigantesque demeure. Mais cette fois-ci, pas d'histoire carabistouquée avec des pertes de mémoire volontaires. Mandus se réveille également amnésique, mais à cause d'une sorte de maladie dont il est atteint. En nous réveillant, nous entendons la voix de nos enfants, Edwin et Enoch, seul élément de notre vie dont on se souvient, qui nous appelle. Commence alors une descente sous terre dans une mystérieuse machine pour les sauver. Alors je vais d'abord parler de ce que les gens ont pensé de A Machine for Pigs. Que ce soit sur Steam ou via les avis globaux sur internet, A Machine for Pigs a été relativement peu apprécié par le public. La raison principale est assez évidente, A Machine for Pigs a retiré presque tous les éléments de gameplay qui ont fait le succès du premier. L'interactivité, l'inventaire ou la santé mentale, ce ne sont que quelques exemples. Et effectivement, cette absence crée un vide au premier abord, une sorte de simplicité s'imprègne dans le jeu. Les gens lui reprochent également sa linéarité, les gens lui reprochent la difficulté peu présente, ou encore... Vous avez remarqué que je parle des défauts de ce jeu en évoquant les gens, en parlant de l'avis de les gens, et cela pour une bonne raison. Je ne suis pas d'accord avec les gens. J'ai beaucoup aimé A Machine for Pigs. Oui, A Machine for Pigs a retiré l'interaction, l'inventaire, la santé mentale, la gestion de la lumière, la lampe à huile et les énigmes compliquées. Mais ce serait juste débile de le résumer à ça. On ne peut pas trouver A Machine for Pigs mauvais parce qu'il est moins bon que The Dark Descent. Forcément, si tu passes sur scène après la plus grande star, même si la musique que tu fais est géniale, le public va te trouver fade. Et c'est ce qui s'est passé ici. Les gens ont été déçus par A Machine for Pigs parce qu'ils en attendaient beaucoup, et qu'il n'a pas surpassé The Dark Descent, ce qui était de toute façon impossible. En fait, consciemment ou non, les gens, en critiquant A Machine for Pigs, l'ont comparé à son prédécesseur. Mais pas moi. Pourquoi ? Non pas que je me considère supérieur à toutes ces personnes, même si c'est le cas au fond, mais tout simplement parce que j'ai joué à A Machine for Pigs avant The Dark Descent. Et de ce fait, j'ai pu apprécier pleinement ce jeu, qui est très très bon. Voilà pourquoi toute la suite de la critique que vous allez voir se fera sans prendre en considération et sans comparer ce jeu avec The Dark Descent. Bien, cette mise au point ayant été faite, il est temps de parler du jeu. Pour ce deuxième Amnesia, Frictional Games a décidé de passer le flambeau du développement à The Chinese Room, studio de développement qui nous avait auparavant donné They All Gone to the Rapture, qui n'avait rien à voir avec BioShock, et Dear Esther, deux simulateurs de marche. Alors qu'est-ce qui se passe quand un studio connu pour réaliser des simulateurs de marche se met un survival horror de type hide and seek ? Eh ben ça fonctionne très bien, parce qu'en y réfléchissant bien, on remarque les nombreux liens entre ces deux styles de jeu. Une vue à la première personne, beaucoup de déplacements, et surtout une ambiance et des décors bien travaillés pour combler le manque de gameplay. Et on ne peut pas retirer ça à A Machine for Pigs, les décors sont excellents, on évolue durant une grande partie du jeu à l'intérieur de cette mystérieuse machine gigantesque, dans un univers très mécanisé, presque steampunk. Et j'adore le steampunk. Et les bruitages sont au rendez-vous pour accompagner ça, avec une musique excellente qui nous porte et accompagne parfaitement chaque scène du jeu. Un univers sonore très mécanique, logiquement, qui renforce quelque peu le sentiment de claustrophobie que le jeu veut nous faire ressentir. Mais là où le jeu est innovant, c'est bien sur les monstres, ces cochons anthropomorphes qui cherchent absolument à nous faire du mal. Ces cochons, on en dénombre 3. Le premier monstre que nous croiserons est ce cochon, que j'ai baptisé Marco. Ceci est une référence cinématographique japonaise, si jamais vous vous sentez offensé parce que vous appelez Marco, je vous demanderai de ne pas en prendre compte. Ensuite il y a John, plus gros et plus lent, et puis Maurice. À la différence des deux premiers, plutôt classiques, on ne rencontrera Maurice que vers la fin du jeu. Sa particularité est qu'il devient invisible, puis visible à rythme aléatoire. Et autant vous dire que A Machine for Pigs maîtrise très bien les scènes avec ce monstre. Plus aucune musique. Une salle très grande, avec des obstacles, et soudainement, plus de lumière. Tandis que l'on déambule assez hésitant dans cette pièce, un flash lumineux, un hurlement de porc. Et alors que la peur nous tend peu à peu les bras, que nous sommes hantés par ce bruit de pas frénétique qui nous suit, on l'aperçoit, l'espace d'un instant avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Et là on flippe, on court comme un dératé pour sauver notre misérable vie. Les passages avec Maurice sont très bien maîtrisés. Mais j'en suis quand même déçu. Pour la simple et bonne raison qu'on ne croise ce monstre que 2 fois durant tout le jeu. Et ce sont bien ces moments qui sont les plus effrayants, les plus intéressants. Et puisqu'on parle de peur, vous savez quand est-ce que ces cochons sont le plus effrayants ? C'est lorsqu'ils ne sont pas là. Lorsqu'on les entend au loin. Lorsqu'ils passent au loin au bout d'un couloir. Oui, ce sont des procédés très clichés de l'horreur, mais on ne peut pas retirer que ça fonctionne dans A Machine for Pigs. Mais il y a quand même un problème récurrent que j'aimerais aborder. Nous sommes équipés durant le jeu d'une lampe électrique.
Mais le problème, c'est que dès que l'on est à la proximité d'un cochon, la lampe se met à clignoter frénétiquement. Alors je me suis demandé à quoi peut bien servir le rajout de cet élément. Et j'ai trouvé 2 raisons. Tout d'abord parce que cela renforce le sentiment de peur. Avec cette lumière qui clignote, on est plus au contact de l'obscurité. Mais cela sert aussi et surtout à nous prévenir que, attention, il y a un monstre qui arrive. Et je suis pas fan de cette idée d'être obligé de nous prévenir. Ça casse quasiment complètement la surprise engendrée par l'arrivée d'un cochon. Et du coup ça fait moins peur. Après je passerai aussi sur le fait que ces cochons sont cons comme des briques, ce qui fait qu'il suffit de courir un petit peu et de se cacher derrière une caisse pour qu'ils nous oublient instantanément. Mais... mine de rien c'est dommage, parce qu'on n'a pas cette sensation de danger. En fait ces cochons ne font pas peur parce qu'on sait qu'ils ne sont pas dangereux. Pour perdre dans A Machine for Pigs, il faut le vouloir, parce que je ne suis même pas mort une seule fois durant mes 6 heures de jeu. Et du coup cette absence de danger nous empêche d'avoir peur. Mais il y a un autre défaut très important qu'il faut que j'aborde. Le jeu est grand. Chaque zone que l'on explore est immense. Le manoir de Mandus, la boucherie ou tout simplement l'énormité de la machine. Mais cette immensité est gâchée par un point. Le jeu est ultra linéaire. Les allers-retours sont quasiment inexistants. Alors soyons clairs, les allers-retours inutiles qui n'apportent aucun nouveau élément au jeu sont chiants. Ce n'est pas le cas de Machine for Pigs. Mais les allers-retours ont cet avantage qui permettent de bien profiter des environnements et de ce qu'ils offrent. Mais ici on ne repasse quasiment jamais 2 fois au même endroit, et du coup on ne profite pas de la grandeur que le jeu nous offre. Et quitte à être dans les défauts, autant parler d'un autre élément. Le jeu est parsemé de différentes énigmes tout au long de l'aventure, mais ces énigmes sont d'une facilité déconcertante. Et les quelques-unes qui ont un minimum de difficulté nous sont quasiment totalement expliquées dans les notes de Mandus. Le jeu a une grande quantité de défauts, mais malgré tout ces défauts arrivent en quelque sorte à être comblés par un élément très important. Le jeu est beau. Selon moi, A Machine for Pigs est magnifique sur 3 points. Tout d'abord sur le point visuel. J'avais déjà parlé précédemment de l'esthétique visuelle, mais depuis le point de vue de l'ambiance. Mais parlons du côté vraiment visuel. Ces décors sont magnifiques, grandioses. Le manoir de Mandus et tous les autres décors ont ce souci du détail absolument incroyable, puisque rien n'est laissé au hasard. Et le deuxième élément qui accompagne ce premier et qui rend le jeu magnifique, c'est la musique. Si on accepte Cuphead, je n'ai jamais autant aimé une OST de jeu vidéo. La musique est tout simplement magnifique, mélangeant à merveille les cordes comme les violons et les chœurs, et les morceaux de piano appuyant avec force sur les moments dramatiques ou les révélations importantes de l'intrigue. Et là on arrive sur le point le plus important de A Machine for Pigs, son histoire. Le scénario de A Machine for Pigs est tout simplement grandiose, magnifique. Mais du coup, puisque je vais parler de l'histoire, je vais spoiler, encore une fois. Voici donc un autre timecode pour ceux qui n'auraient pas encore joué. L'intrigue de A Machine for Pigs est très compliquée, si bien qu'elle est surtout sujet à interprétation. Je vais donc commencer par résumer l'histoire de celui que nous incarnons dans le jeu, Oswald Mandus. Nous sommes en 1898. Oswald Mandus est un boucher qui vit heureux avec sa femme. Celle-ci décédera quelque temps plus tard lors de l'accouchement de ses 2 fils jumeaux qu'il aimera plus que tout au monde. Suite à cela, Mandus tente d'ouvrir une grande société de charcuterie. Malheureusement, aucune banque n'acceptera de le financer. Pour trouver des moyens, Mandus commence à effectuer des actions caritatives afin de se faire bien voir aux yeux de l'opinion publique et ainsi de trouver des personnes prêtes à le financer. Il finit donc par réussir et la fortune commence alors à lui sourire. En 1899, Mandus part pour un voyage au Mexique avec ses 2 enfants et visiteront par hasard un temple aztèque perdu au milieu de la jungle. Et c'est là que tout bascule. Dans ce temple, Mandus trouvera une mystérieuse orbe. En la ramassant, l'orbe se brisera en 2, pénétrant dans l'esprit de Mandus. À cet instant, il aura alors une vision d'horreur du futur. Il vit la guerre, la violence et la mort qui constituera le siècle prochain. Il vit le massacre des Juifs, la dictature en URSS, les guerres qui déchirent le monde et toutes les atrocités qui seront commises lors du XXe siècle. Il rentre ensuite à Londres. Après avoir attrapé une étrange maladie tropicale, il va chez lui rêver lors d'une nuit d'une mystérieuse machine devenue folle. À son réveil, il tue tous ses employés et les enterre dans le jardin de sa résidence. Il va alors se lancer dans un projet fou, empêcher les horreurs de sa vision de se produire. Comment ? En exterminant purement et simplement l'humanité. Il va alors, sous couvert de l'industrialisation de son entreprise, faire construire, comme dans son rêve, une gigantesque machine, dont le but sera de lever une armée destinée à réduire l'humanité à néant. Il va alors commencer à enlever les individus du bas-fond de la société, des prostituées, des mendiants, des pauvres, que des gens qui, selon ses propres mots, ne manqueront à personne. Et il va se servir des pouvoirs de l'orbe
pour en faire des créatures monstrueuses, mi-homme, mi-porc. Malheureusement pour lui, il se rendra vite compte que derrière leur apparence hideuse, ces porcs sont bien plus humains qu'il ne le pensait. Ils jouent, s'organisent en société, ressentent des sentiments et refusent de lui obéir. Alors, pour les convertir de force à sa cause, il créera une religion dont le dieu serait la machine. Il va alors rallier ces monstres à sa religion afin d'avoir une emprise totale sur eux. Ce n'est que quelques mois plus tard que, pris de remords en voyant tous les morts et les sacrifices qu'il a faits, Mandus va abandonner son plan et saboter sa propre machine avant de retourner chez lui et de perdre sa mémoire à cause de sa maladie, se réveillant amnésique le 31 décembre 1899, date du commencement de notre aventure. Voilà ce que c'est l'histoire de A Machine for Pigs. C'est l'histoire d'Oswald Mandus, un homme aux ambitions extraordinaires, un homme qui ne pensait agir que pour le bien de l'humanité, un homme qui n'agissait que pour empêcher des horreurs d'être commises. Certes, mais Oswald Mandus était aussi un homme qui n'a pas hésité à sacrifier des centaines de vies innocentes pour assouvir ses plans. Un homme qui a créé des horreurs inhumaines et qui les a manipulées à leur insu pour lever une armée. Un homme qui se servait d'enfants pour entretenir sa machine, qui les laissait mourir à l'intérieur et qui donnait les survivants en pâture à son armée de porcs. Un homme qui envoyait de la viande humaine issue de son industrie et camouflée en viande porcine à des riches bourgeois afin de les comparer eux-mêmes à des porcs qui se mangent entre eux sans aucun répit. Un homme qui comparait sa société et son monde à une machine ne fonctionnant que grâce à une humanité elle-même porcine. Voilà quel genre d'homme était Oswald Mandus. Mais plus que ça, Mandus était surtout un père. Un père qui aimait ses enfants plus que tout au monde. Un père qui ne pensait qu'au bonheur de ses fils. Un père pour qui ses enfants avaient tellement d'importance à ses yeux que ce fut la seule chose dont il réussit à se souvenir après son amnésie. Un père qui aurait fait n'importe quoi pour le bonheur de ses fils. Un père qui aimait tellement ses enfants que pour leur épargner la souffrance de vivre ce 20e siècle de guerre, les tua. Lors de son voyage au Mexique, après avoir eu sa vision d'horreur, Mandus sacrifia ses 2 fils dans le temple, afin de les empêcher de subir le cauchemar du XXe siècle. Voilà quel genre de père était Oswald Mandus. Vous savez, lorsque j'ai terminé Cuphead, j'étais heureux. Heureux d'avoir triomphé d'un jeu réputé pour sa difficulté extrême, heureux d'avoir pu découvrir un jeu à la fois magnifique par son graphisme que par sa musique, que je prends toujours autant de plaisir à écouter aujourd'hui, et surtout heureux de savoir que je n'en aurais jamais vraiment fini avec ce jeu. Lorsque j'ai terminé Half-Life, j'étais heureux. Heureux d'avoir terminé une licence considérée comme un des classiques du jeu vidéo, heureux d'avoir pu découvrir un véritable jeu rétro plus vieux que moi, heureux d'avoir pu jouer à un FPS aux mécaniques classiques mais néanmoins innovantes sur certains points. Et surtout heureux de ne plus avoir à entendre la putain de voix française de Alix. Lorsque j'ai terminé Amnesia, j'étais triste. Non pas que j'étais triste de devoir quitter des personnages que j'aimais, parce que soyons honnêtes, la gueule défigurée de Bobby n'allait pas me manquer. J'étais triste d'en avoir fini avec une des meilleures licences de jeux vidéo que je n'ai jamais connues. Triste en me disant que je ne reverrai sans doute jamais quelque chose de pareil. Parce que oui, selon moi, Amnesia est un jeu qui ne se joue qu'une seule fois. Parce qu'après ça, on connaît le jeu, et on ne peut pas en profiter autant qu'avant. Ce que m'a fait découvrir Amnesia, cette peur, aucun jeu n'y arrivera peut-être aussi bien. Alors certaines personnes seront peut-être en désaccord avec moi, diront qu'Amnesia est un jeu qui ne fait pas peur, et je ne suis pas là pour les contredire. Les gens ne sont pas tous réceptifs de la même manière aux émotions. Mais ces personnes-là, je les plains. Je les plains de ne pas avoir eu la chance de découvrir et de profiter pleinement de ce que je qualifierais sans aucun doute d'une des meilleures licences de jeux vidéo d'horreur qui n'ait jamais existé. Moi, je voudrais plus d'Amnesia. Je voudrais voir d'autres jeux, ne serait-ce qu'un seul, avant qu'il ne soit trop utilisé. Encore un jeu Amnesia, parce que Amnesia est une licence qui a du potentiel, une licence qui a encore de l'avenir devant elle, et qui, maniée par des personnes qui savent s'en servir correctement comme Frictional Games, peut donner des jeux magnifiques et fantastiques. Alors oui, j'aimerais beaucoup que un jour sorte un nouveau jeu Amnesia, et je sais que ça ne se produira sans doute jamais, mais tant pis, peut-être qu'un jour je verrai quelque chose d'aussi bon, voire même meilleur. Je voudrais conclure cette vidéo sans doute un peu longue, mais que j'ai pris un réel plaisir à faire en m'adressant à vous,
qui n'avez pas joué à Amnesia et dont l'envie de découvrir ce jeu est née en regardant cette vidéo. Je vous en prie, jouez d'abord à A Machine for Pigs. Jouez-y avant The Dark Descent. Parce que si vous décidez de ne pas faire ça, vous allez inévitablement moins profiter de ce jeu excellent qu'est A Machine for Pigs. Parce que vous le comparez avec son prédécesseur et que vous serez déçu de ce qu'il vous offre. A Machine for Pigs est un excellent jeu, incontestablement moins bon que The Dark Descent sur l'ensemble, certes, mais il le surpasse et l'écrase même sur plein de points. Dans une industrie vidéoludique où se bouscule AAA sur AAA, laissons plus de place aux studios indés comme Frictional Games, qui sont capables de nous donner des merveilles comme ce genre de jeu, mais ils sont malheureusement mal vus par le public qui juge mal ses qualités indéniables. Osons découvrir ces merveilles qui nous permettent de revivre ce que nous ne vivons plus. Osons. Et n'ayons plus peur d'avoir peur.